Bien ou bien? On l'attendait tous ce match après la défaite à Dublin. Quelle allait être la réaction du 15 de France? J'ai trouvé de nombreuses choses sur ce match qui sont très intéressantes, et notamment sur l'attaque du 15 de France, et ça je le garde pour la fin de la vidéo, alors reste bien connecté. J'adore partager des tips, et si t'es comme moi, que tu manges rugby matin, midi et soir, j'en ai un que tu dois absolument connaître. Ça s'appelle un super tips. Il est tellement puissant qu'il te donne accès à des catalogues de films et des championnats étrangers et tu peux même payer tes billets d'avion et tes billets de train moins chers. Ce type, c'est NordVPN. Un VPN, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau privé virtuel. Ça permet de nombreuses choses. Tout d'abord, quand on est à l'étranger, c'est parfois difficile et c'est même quasiment impossible d'avoir accès à des serveurs français pour pouvoir voir les matchs. Grâce à NordVPN, tu peux te connecter sur des serveurs français pour pouvoir regarder les matchs du 15 de France ou qui t'intéressent. Et l'inverse est possible, c'est-à-dire que quand tu es en France, tu peux te connecter sur des serveurs étrangers pour suivre d'autres championnats ou d'autres ligues. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, je regarde beaucoup de rugby et c'est très intéressant de voir ce qui se fait dans les autres pays. C'est-à-dire que l'arbitrage n'est pas le même, le type de jeu n'est pas le même et ça te permet de comprendre comment fonctionne le rugby à l'étranger. Pour les billets d'avion, par exemple, si tu veux aller supporter le 15 de France en Angleterre, il te suffit de consulter les billets d'avion. Tu changes ton adresse IP au moment de commander et ça t'évitera la hausse des prix. Aujourd'hui, pour ma part, je pense que c'est indispensable d'avoir un VPN. Avec mon lien en description, tu bénéficies de 1 mois offert sur l'abonnement de 2 ans. Ça te revient à 3,35 € l'abonnement par mois. C'est moins cher que le prix de la buvette au stade. On a beau travailler des scénarios et imaginer beaucoup de choses dans un match de rugby, personne n'aurait pu prévoir ce qu'il s'est passé. 2 cartons rouges en 15 minutes. Mais c'est la beauté du sport, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Je ne vais pas revenir dessus, car j'ai déjà donné mon avis sur la dernière vidéo. Un commentaire a néanmoins retenu mon attention. Je m'excuse d'avance pour la citation, mais ton pseudo est imprononçable. On pourrait à la fois être plus diplomate et psychologue en disant qu'il a peut-être un manque de contrôle de son impulsivité, surtout en situation de stress. Autrement dit, que son cortex préfrontal n'est pas capable de retenir ses décharges motrices dans certains états d'excitation et que si c'est bien le cas, c'est dû à ses expériences de la petite enfance et que ce n'est hélas pas rattrapable. Un gros merci à toi pour ce genre de commentaires, ça m'éclate. En découpant le match, cela m'a fait bizarre. Sur la première action, on tombe exactement sur le même schéma défensif des Écossais, dans lequel ce sont les deux mêmes joueurs qui viennent impacter au même niveau sur le même joueur Jelonche. Et déjà sur la première action, le niveau de l'impact, il est limite. Après ces 2 coups d'envoi, ils ont décidé de taper plus court. Soit à cause du carton, soit à cause de la France qui avait pris le score. Et là, regardez cette action du pilier Pierre Schoeman. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Bon, il pose un appui avec sa main au sol, mais il arrive à fléchir pour ne pas poser ses genoux et il se redresse malgré la pression pour réussir à amorcer un contre-ruck. Franchement, respect à lui. Pour un pilier, c'est pas évident. Je l'avais un peu en travers de la gorge, Schoeman. Surtout sur une touche française, la défense écossaise joue très bien le jeu et récupère le ballon. Je vous invite à regarder cette vidéo d'un collègue qui dure 30 secondes et qui explique la règle. Et vous pouvez même vous abonner, c'est gratuit et ça nous aide à développer le rugby sur YouTube. Schoeman, il se retrouve à aller percuter Dupont. Et si on fait un arrêt sur image, on s'aperçoit qu'il percute avec le coude en avant dans la gorge de Dupont. Cette action, elle aurait pu valoir un carton rouge. Et désolé The Rugby Place, mais je t'emprunte tes mots. Que fait l'arbitre et que fait la VAR sur cette action? Je pense qu'elle mérite d'être vue. C'est incompréhensible. Pour ne pas qu'il y ait un 3e carton rouge, perso, pour moi, on ne touche pas Antoine Dupont. Ou alors, c'est à tes risques et périls. D'ailleurs, quand le talonneur écossais a essayé, il est venu rebondir sur Dupont et Dupont a réussi à contester la balle. Bon, ok, il pose un appui au sol pour contester le ballon, mais pas vu, pas pris. Il est quand même fort ce Dupont. Toujours est-il que 2 cartons rouges dans le match, ça demande de la réorganisation stratégique. À commencer par la mêlée. Va-t-on jouer les mêlées à 8 et se priver d'un joueur derrière ou les joue-t-on à 7 pour avoir le lancement de jeu avec tous ces 3 quarts? C'est une question difficile et c'est pour cette raison que les entraîneurs établissent des protocoles à suivre en cas de carton en fonction du poste et du joueur qui a pris le carton. Sur la mêlée qui suit le carton, les Écossais prennent une pénalité car ils décident d'être à 7 contre 8 en mêlée. Par la suite, ils vont décider d'ajouter un joueur. Il y a des équipes qui peuvent être déstabilisées lorsqu'ils ont un 3 quarts en moins pour attaquer, mais en France, on a de la chance. On a Penaud. Si tu ne sais pas quoi faire, donne-lui la balle et même si ton lancement de jeu il est foiré, il va réussir à créer quelque chose. C'est quand même chouette, non? À la 59e minute, les Écossais ils ont une mêlée à 5 mètres de notre ligne d'en but. Les Français se sentent à l'aise et décident de se priver d'un joueur. Je vous explique pourquoi. Les mêlées, en règle générale, sont très difficiles à défendre.
En effet, il y a des zones de fracture à attaquer et qui sont très bien connues de toutes les équipes. Bref, ce n'est pas le sujet, mais tout ça pour te dire que les lancements de jeu, c'est réglé au poil au niveau professionnel. Les Français y font le pari de tenir à 7 contre 8 en mêlée pour limiter le retard des joueurs sur le lancement de jeu. Notamment si le 8 adverse décide de partir sur le côté fermé, le 9 se décale et il y a un surnom momentané proche de la ligne d'en but. Le pari s'avère gagnant pour les Français car le 9 n'occupe pas l'espace, il joue en relayeur. L'adaptation côté écossais est immédiate. Il se retrouve quasiment au même endroit avec la même mêlée 5 minutes plus tard. Alors il décide de la jouer à 7 contre 7 pour avoir plus d'options sur le lancement. Les Écossais lancent le jeu et prennent le centre du terrain, une passe dans le sens et essai. Revenons sur ces deux dernières mêlées et le fabuleux travail du pack écossais, et notamment de Jimmy Ritchie. Vous allez me dire, Jimmy Ritchie, c'est pas un pilier, c'est un troisième ligne. L'Écosse, elle fait l'effort de tourner la mêlée. Cela augmente la distance des déplacements des défenseurs pour venir défendre, mais Jimmy Ritchie, lui, il va un petit peu plus loin. Il décide de bloquer le 7 français. Cela implique une chose, le 7 français, Olivon, sera en retard pour circuler et venir défendre. Côté français, c'est Cross, le troisième ligne côté opposé à l'introduction et au sens de jeu qui sera disponible avant Olivon. Ce retard accumulé fait que les Écossais ont un surnom à jouer et là c'est quasiment impossible de défendre avec des joueurs qui ont de la vitesse à 3 mètres de ta ligne. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est licite l'action de Jimmy Ritchie. La mêlée c'est quand même quelque chose, mais la mêlée quand les joueurs prennent des cartons c'est encore plus intéressant. Mais les cartons sur ce match ont également eu un impact beaucoup plus direct sur le jeu. L'Écosse, c'est une équipe qui adore porter le ballon. Ils avaient décidé de venir attaquer la France sur les extérieurs avec peu de profondeur et beaucoup de vitesse. Dès que l'opportunité se présentait, Finn Russell, il déplaçait le ballon sur le joueur le plus extérieur de leur bloc 12. Ils essayent d'allonger les distances de passe de manière à forcer la défense française à circuler. Les Français, ils sont bien organisés en défense et le jeu de l'Écosse est basé sur la multiplication des séquences pour amener une erreur de circulation et l'exploiter. Finn Russell, c'est un joueur qui aime agresser la ligne d'avantage. Il cherche le break en permanence. Alors oui, il va y avoir du déchet sur ce qu'il tente, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Sur ces tentatives, il y en a une malheureuse sur laquelle Ramos intercepte le ballon. Est-ce que c'est une prise de risque de la part de Ramos? Non, c'est une forme de défense qu'on appelle coupe, inversée ou d'autres noms. Chacun a son vocabulaire dans le rugby. En fonction de l'endroit du terrain, tu demandes au dernier joueur ou à l'avant-dernier joueur de venir fermer les extérieurs. Si le porteur de balle décide de faire une passe lobée, tu as l'avant-dernier défenseur ou l'antépénultième qui passe dans le dos du joueur en coupe pour aller défendre en repli. Mais cela, c'est possible quand tu as des joueurs mobiles. Prenons cet exemple. On a une touche écossaise. Ils vont attaquer sur une zone large et sur le retour, il y a Dupont qui est avant-dernier. Mais l'antépénultième, il n'a pas les cannes pour aller couvrir dans le dos. Dans cet exemple, il y a de l'espace, donc ce n'est pas le dernier qui monte, mais l'avant-dernier. Quand tu défends dans des espaces qui sont beaucoup plus restreints, tu peux te permettre d'avoir le dernier qui vient couper. Dans cet exemple, on voit Dumortier qui anticipe et qui déjà passe dans l'autre dos de Ramos. Le reste, c'est du caviar. Mais cette équipe écossaise, elle nous a quand même posé de nombreux problèmes en attaque. Et au pied. On arrive à la partie stratégique. Quand tu déplaces beaucoup le ballon, tu forces l'adversaire à beaucoup se déplacer dans le champ profond. Et que tu le veuilles ou non, il y a des points de rupture quand les joueurs basculent. Si tu veux en savoir plus et me soutenir dans mon travail, tu peux souscrire à la chaîne, il y a des analyses assez longues sur le sujet de la couverture. Ça dépend des zones du terrain, de la position de la balle et du sens de jeu. Mais la base de la couverture, c'est le système de bascule. Finn Russell, il connaît parfaitement la bascule des joueurs et nous a enfermés dans notre camp. Cela se voit sur les statistiques. Ils ont 55% de possession et 61% dans notre camp. Pourquoi nous enfermer dans notre camp ? La réponse simple, c'est de se dire que c'est plus facile de marquer des points quand la balle est chez l'adversaire. La réponse plus compliquée pourrait être la suivante. Sur chaque match, les équipes font des paris. Le carton rouge d'un deuxième ligne perturbe leur plan. On s'en rend compte car ils font immédiatement rentrer un deuxième ligne en sacrifiant un troisième ligne. Ils auraient pu composer avec un troisième ligne qui passait en seconde ligne, mais non, ils font rentrer un deuxième ligne. Ils voulaient avoir cette hauteur en touche, je pense. Ils voulaient nous contrarier en contre et bien évidemment nous prendre sur les ballons portés. Les ballons portés, on en a eu à toutes les sauces, à tous les moments et dans toutes les zones. Et il y a deux des essais écossais qui viennent à partir de ballons portés. Le premier, il décide d'attaquer large-large. La défense française n'est pas déstabilisée par le lancement écossais, mais c'est le problème chez les pros, c'est qu'il y a toujours une option par rapport au rapport de force sur le temps de jeu précédent. Sur le retour, il y a des espaces et les Écossais, ils arrivent à avancer, à se retrouver à 5 mètres de la ligne des Français. Ils vont avoir une relance de jeu avec Showman. Côté écossais, on a Russell qui bascule dans le sens.
Côté français, on a Ntamak et Willemse. Ramos se retrouve en premier leader défensif. On voit Willemse qui demande à Ramos de se sortir de cette zone pour aller sur les extérieurs. Généralement, c'est à l'appréciation des joueurs de se décaler s'ils sont en position de premier leader défensif. Si tu penses que tu as le temps, tu bouges, sinon c'est à l'autre de circuler. Mais à 5 mètres de ta ligne d'en but, tu préfères avoir Willemse que Ramos en premier défenseur si ça part en pick and go. Et du coup, on a ce moment de latence dans lequel Ramos ne se décale pas et le surnombre est présent. Willemse lui demande de bouger, Ramos bouge un peu tard. Et quand il se décale, c'est trop tard. Le surnombre est déjà là et les Écossais, ils attaquent très fort à hauteur et ils marquent. Le second essai écossais qui vient à partir de ballon porté est sur le lancement de jeu. Contrairement au match de l'Italie dans lequel je t'expliquais le rôle du 9, Dupont décide de rester sur le fermé. Penaud est focalisé entre le ballon porté qui avance et le joueur à l'intérieur de Finn Russell. Fickou aussi, et ils sont obligés de se rapprocher de la zone d'affrontement. Effectivement, si le ballon porté continue d'avancer, il va falloir qu'ils y aillent. Il y a la menace à l'intérieur du 10, et les ailiers écossais, de par leur physique impressionnant, dans les zones proches des lignes d'essai avec de la vitesse, ils sont très difficiles à arrêter. Mais Penaud, Ntamak et Fickou, ils sont bien sur leur défense, mais avec du retard. Et ce petit train de retard, il se répercute sur la ligne défensive. C'est Moefana qui le prend en plein dedans. En effet, on a Dumortier qui essaye de contrôler pour laisser le temps à Moefana de venir défendre sur son joueur et de rattraper son retard, mais à un moment, il est obligé de faire un choix. Soit il va défendre sur le joueur de Moefana, ou soit il va défendre sur les extérieurs. Et là, on a toujours ces centres écossais qui arrivent à attaquer avec beaucoup de vitesse au centre du terrain et une très bonne lecture. Good job, Scotland. Bon, à part les ballons portés, ils sont quand même entrés 3 fois dans notre en-but sans scorer. Sur un ballon porté où le pilier Schoman, encore lui, il arrive presque à scorer. Et on a ça aussi sur une micro-attaque. Une micro-attaque, qu'est-ce que c'est? Abonne-toi car il y a une vidéo qui arrive très prochainement là-dessus où je t'explique ce que c'est qu'un playbook et une micro-attaque. Les Écossais, ils arrivent à se retrouver à 2 mètres de notre ligne d'en-but. On a une première relance de jeu et les joueurs qui se relèvent du ruck, on s'aperçoit qu'ils vont recharger très rapidement sur le retour. Sauf un, le 4. Il décide de rester sur la ligne française. Au début, je me suis demandé si ce n'était pas pour ne pas gêner ses partenaires. Mais en revoyant plusieurs fois l'action, je me suis aperçu que c'était travaillé. De par son placement, il perturbe la vision et la perception des espaces, des intervalles et des défenseurs. Donc là, à l'endroit où il est positionné, il gêne totalement la vision de Dupont qui évalue très mal l'espace avec le premier joueur qui va être à son intérieur et qui va défendre. Et ce qui nous sauve pour moi sur cette action, c'est Finn Russell. L'intervalle, il est là, mais il fait une feinte de passe et sa volonté d'arrêter Dupont avec la feinte de passe ralentit le jeu. S'il attaque très fort Dupont sur son épaule extérieure et qu'il fait une remise intérieure, je pense qu'il y a essai puisque l'intervalle est là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de la part des Écossais. Et à mon avis, c'est une micro-attaque qui est travaillée. Et ils ont une dernière opportunité sur une prise d'intervalle de Russell. On peut admirer la défense de Ramos déjà qui va ralentir Russell juste assez pour ne pas faire la faute. Et là, on a cette action dramatique sur laquelle Jelonge vient défendre en bord de touche, il sauve un essai de manière magnifique et en revanche, malheureusement, il me semble qu'il se fait les croiser. Et côté français, ça donne quoi ? Eh bien, on reste sur le système de zone pour sortir de son camp, avec Dupont qui prend le jeu au pied sur les mêlées. Tu te demandes pourquoi il prend le jeu au pied sur les mêlées ? Tout simplement parce que mettre ton 10 dans l'axe et faire une passe de 15 mètres en arrière pour taper devant, tu gagneras sûrement moins de longueur que s'il y a Dupont qui tape directement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé pour la France, ça a été ses prises d'initiative. On se posait la question de repossession, prise d'initiative, et pour moi, on le voit à plusieurs niveaux. Déjà, on joue rapidement une touche à 5 mètres de notre ligne d'en-but. C'est très bien joué, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. On a cette action lorsque Ramos décide de jouer à la main dans nos 22 mètres après une récupération. La sortie est lente, on peut se dire qu'on va occuper le terrain, mais il décide de jouer à la main et d'aller attaquer les couloirs. Et on a aussi ce ballon qu'on récupère à 5 mètres de notre ligne, on amorce une contre-attaque. Ça fait plaisir, non ? Alors oui, ça aurait été joli que Moefana fasse la passe, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais les intentions, elles sont là. Et la confiance, je pense qu'elle vient quand tu la titilles. Prenons l'exemple du dernier essai français. Il vient d'une pénalité vite jouée. Tu penses que c'est un coup de génie, une inspiration divine ? Psst, non. Reprenons quelques minutes avant. Les Français, ils ont une pénalité. Ils se réunissent en cercle.
En effet, on est à la fin du match. Et là, stratégiquement, tu te poses la question. Soit on prend 3 points et on met les Écossais à 7 points, mais on n'est pas à l'abri d'un essai écossais. Ou soit on est à 5 mètres de l'embut écossais, on reste dans leur camp et on essaye de prendre le bonus offensif. Généralement, les équipes à ce moment-là, elles décident de prendre la touche ou la mêlée. Mais il y a une troisième option qu'on voit si peu qu'on a presque tendance à l'oublier. C'est de jouer à la main. Les Français se mettent en place comme s'ils allaient prendre la pénale touche, avec Jalibert qui tourne le dos au jeu. Il joue la pénalité, se retourne et fait une passe à Tao. L'arbitre leur dit que c'était pas possible car il y avait un soigneur français sur le terrain. Ils sont donc forcés d'aller en touche parce que tu peux pas le faire une deuxième fois. Quelques minutes plus tard, on a une pénalité sensiblement au même endroit à 5 mètres de la ligne d'embut adverse et tous les avants, sauf 3, on a les 3 mêmes avants, donc un bloc de 2 avec le talon et Tao et un pilier qui reste dans leur axe. Tous les autres se mettent comme s'ils allaient faire une pénale touche, avec Jalibert évidemment qui fait comme s'il allait taper en pénale touche. Et là, il joue rapidement et sert Tao, exactement comme avant. Et donc on se retrouve avec 2 premières lignes qui sont là au soutien très rapidement. On a les avants qui basculent dans le sens, et c'est normal, l'objectif ça va être de fatiguer la défense. Mais ce qui est intéressant, c'est cette micro-attaque, même chose, avec tous les 3 quarts qui vont basculer dans l'autre sens. Et là, on a laissé Salvatore de Ficou à la fin qui nous permet de prendre le bonus offensif. Galtier en a beaucoup parlé de l'intelligence tactique sur cette dernière semaine. L'intelligence tactique, c'est que de ça au rugby. On passe son temps à s'adapter à la défense. Comme je vous le dis, à partir de ballons portés, c'est très important de lancer le jeu puisqu'on se rapproche d'une phase statique. Et c'est très très difficile pour la défense de couvrir tout le terrain. Et donc sur ce lancement de jeu qui va amener le premier essai, on est à partir de ballons portés. Le lancement de jeu de la France n'est pas très bien réalisé au niveau du timing. Les axes de course ne sont pas bons. On voit Moefana qui manque de vitesse. Et on se retrouve avec une égalité numérique en bout de ligne. Et c'est là où Ramos décide de jouer au pied. Et ça, c'est extrêmement bien joué. C'est-à-dire qu'il analyse que le lancement de jeu n'est pas percutant, n'est pas assez efficace. Et donc, du coup, plutôt que de garder un ballon qui va être moyen dans son camp, tu joues dans une zone de break au pied. À partir de là, ça devient beaucoup plus facile. Derrière, on va mettre une grosse pression à la réception. Et c'est là où l'action, en revanche, de Penaud, est à ses limites, c'est-à-dire que le coup de pied est très bien, il y a une bonne pression, en revanche la course de Penaud, il arrive sur le côté et il tire le joueur, et c'est en tirant le joueur que le joueur va mettre un coup de pompe dans le ballon, et ça pour moi c'est une action un petit peu limite, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'axe pour pousser. Après, ballon de récupération, 3 passes, et on arrive avec une dernière passe pour Dumortier. Moi Dumortier, je vous le dis, c'est mon chouchou, je l'adore, 3 sélections, 2 essais, il fait pas de bruit, et qu'est-ce qu'il est intéressant ce joueur. On reste toujours sur les ballons portés puisque les Écossais ont mis 2 essais à partir de ballons portés, donc pourquoi pas nous? On a toujours ce ballon porté qui est une zone de rampement de jeu très intéressante et on a une prise du sens. Derrière, on va passer sur du jeu vraiment pénétrant et dans ce cas, on laisse la place à des profils qui sont vraiment perforants ou ça va être du jeu à une passe. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on est en train d'user le sens et quand on arrive dans le couloir des 15 mètres, on décide d'inverser le sens de jeu. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que tu cherches ces zones de fracture. Et là, tu vois Dupont qui va prendre l'information, il est entre les poteaux, et il va chercher qui? Tu cherches à attaquer le 10 adverse. Et donc là, il prend l'information et il décide de retourner jouer sur le 10. Évidemment, Russell, c'est pas le plus grand des défenseurs. Et là, on voulait jouer sens, ce n'est pas possible puisque la sortie a été cafouillée et donc adaptation. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir la course de tous ces 3 quarts qui vont basculer. Quand on est en zone de marque adverse, généralement les avants vont jouer sens plusieurs fois et au bout d'un moment, les 3 quarts essayent de basculer. En attaque, c'est beaucoup plus facile de courir et de basculer puisque tu n'es pas obligé de défendre. Vous imaginez si les leaders défensifs, ils sont tous en train de courir de travers, tu ramasses, tu avances et il y a des intervalles qui se créent. Donc c'est plus facile de couvrir du terrain en attaque quand tu es dans la zone de marque adverse plutôt que la défense. Et là, c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est si on reprend cette séquence, ça va être l'activité des 3 quarts. Les 3 quarts, ils ont une activité où ils balayent le terrain pour aller rechercher ces espaces libres. Et c'est ça qui va amener l'essai de Ntamak. Waouh, ça c'est une vidéo qui m'a demandé du taf et j'espère qu'elle t'a plu, que tu as réussi à apprendre des trucs. Si tu as des retours à me faire ou si tu as des demandes, n'hésite pas à le mettre. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est que tu peux lâcher un petit pourboire, tu peux mettre un pouce bleu, commenter pour le boulot qui a été effectué, c'est cool. Vous êtes encore très nombreux à regarder la chaîne sans être abonné et ça, c'est pas bien. Donc pense à t'abonner pour pas rater la suite et on se revoit bientôt. Allez, topette!